La Commission européenne émet de fortes réserves vis-à-vis de la possible régularisation par l'Espagne de 500 000 sans-papiers. 3 responsables européens disent à Euronews la crainte que le projet de Madrid soit contradictoire avec la politique d'immigration de l'Union européenne. Le Premier ministre espagnol a annoncé fin janvier son intention d'accorder un statut légal à un demi-million de migrants arrivés en Espagne avant le 31 décembre. Pour être éligibles, les migrants doivent avoir résidé en Espagne pendant au moins 5 mois. Le nouveau décret accordera aux bénéficiaires un permis de séjour d'1 an et le droit de travailler dans n'importe quel secteur et n'importe où dans le pays. Les responsables européens estiment que la mesure risque d'envoyer un mauvais message aux migrants en situation irrégulière en encourageant les passages illégaux. Les législateurs craignent également que certains de ces migrants n'utilisent leur liberté de circulation pour s'installer ailleurs dans l'Union. Suite à l'annonce de cette mesure par Madrid, le commissaire européen chargé des migrations, Magnus Brunner, n'a émis aucun jugement et a déclaré que cette question relevait de la responsabilité nationale. Alors que les appels à la démission se multiplient, le Premier ministre britannique Keir Starmer a assuré qu'il se battrait pour rester à son poste. « Je ne suis pas prêt à abandonner mon mandat et ma responsabilité envers mon pays », a-t-il assuré. Mais lundi, le leader du Parti travailliste écossais s'est joint aux appels à son départ, qui jusqu'alors était cantonné à l'opposition et à quelques députés de son camp. This isn't easy, and it's not without pain, as I have a genuine friendship with Keir Starmer. But my first priority and my first loyalty is to my country, Scotland. And I am not willing to sacrifice Scotland's NHS, our schools, our communities, our towns, cities, villages and islands to a third decade of an SNP government. That's why the distraction needs to end and the leadership in Downing Street has to change. Mais Keir Starmer peut malgré tout compter sur le soutien de plusieurs membres de son cabinet, dont le ministre de la Justice David Lammy ou la ministre des Finances Rachel Reeves. S'il n'est pas directement impliqué dans le scandale Epstein, le Premier ministre doit faire face à une pression constante pour avoir nommé Peter Mandelson ambassadeur à Washington, alors que les relations entre ce dernier et le pédocriminel étaient connues. Keir Starmer a renvoyé Peter Mandelson en septembre dernier après la révélation d'emails détaillant l'ampleur des liens entre l'ambassadeur et Jeffrey Epstein. La publication de nouveaux documents fin janvier ont amplifié la polémique. Le Premier ministre a assuré avoir regretté cette nomination et s'est adressé aux victimes s'excusant d'avoir cru aux mensonges de Peter Mandelson. La situation à Cuba est de plus en plus difficile. Donald Trump a décidé de couper l'île de ses ressources pétrolières en signant fin janvier un décret imposant des taxes aux pays vendant du pétrole à la Havane. Pour faire face à la pénurie, le régime cubain a imposé de nouvelles mesures d'urgence, dernière étape du rationnement qui a déjà un impact important pour l'île, dont l'économie dépend en grande partie du tourisme. Les autorités aéronautiques ont averti les compagnies aériennes qu'il n'y a pas assez de carburant pour ravitailler les avions sur l'île. Les vols long courriers, essentiels pour le tourisme, sont donc perturbés et Air Canada a annoncé la suspension de ces liaisons. Les Cubains sont eux autorisés à acheter un maximum de 20 litres de carburant, mais uniquement en dollars. Dans le même temps, les transports publics ont été gravement perturbés. Les habitants tentent donc de s'adapter à cette situation extraordinaire. Visitar si que son de batería porque aquí no hay más nada. Es con lo que resolvemos aquí. Y así, poquito a poco, echando para adelante, mano y de otra. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a jugé très injuste la décision de Donald Trump. Ce lundi, elle s'est engagée à envoyer de l'aide à Cuba et à utiliser tous les moyens diplomatiques disponibles pour relancer les livraisons de pétrole. Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de gobierno de Cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca. En raison de la pénurie de carburant, les banques ont réduit leurs heures d'ouverture et plusieurs événements culturels ont été annulés. Une situation qui rappelle la grave crise qui avait suivi la chute de l'URSS en 1991. Il venait d'être libéré après plus de 8 mois de détention et a de nouveau été arrêté. Au Venezuela, l'opposant et ancien vice-président du Parlement Juan Pablo Guanipa a été interpellé dimanche par des hommes en civil lourdement armés, selon son entourage qui a aussitôt dénoncé un enlèvement. Sur le réseau social X, sa proche alliée, la prix Nobel de la paix Maria Corina Machado, a précisé que des hommes armés étaient entrés de force dans sa résidence et l'avaient forcé à monter dans un véhicule. L'opposante a exigé sa libération immédiate.
Plus tard, dans la journée de lundi, le bureau du procureur général a annoncé que Juan Pablo Guanipa devrait être placé en détention à domicile, invoquant le non-respect des conditions de sa précédente libération. Peu après sa sortie, celui-ci avait retrouvé des proches de prisonniers politiques devant plusieurs prisons de Caracas et s'était exprimé devant la presse, ce qui constitue, selon les autorités, une violation des règles imposées lors de sa remise en liberté. Avant d'être à nouveau interpellé, Juan Pablo Guanipa avait été libéré dimanche en même temps que plusieurs membres de l'opposition, dans le cadre des libérations de détenus politiques impulsées par le gouvernement intérimaire, une initiative qui intervient dans un contexte de forte pression internationale sur le Venezuela depuis la capture en janvier dernier du président Nicolás Maduro par les États-Unis. Volodymyr Zelensky annonce que l'Ukraine ouvrira des centres d'exportation d'armes dans toute l'Europe à partir de la mi-février. S'exprimant lundi lors d'une réunion à l'Institut d'aviation de Kiev, le président ukrainien a déclaré que la fabrication de drones était déjà opérationnelle au Royaume-Uni et qu'elle commencera bientôt en Allemagne, puis dans d'autres pays européens dans le courant de l'année. Дуже обнадійливо те, що відкривається експорт. 10 експортних центрів в Європі буде вже в 26-му році. Це і Німеччина, і Балтійські держави, і Нордік держави. Тобто 10 представництв в 26-му році будуть працювати. В Німеччині всередині лютого ми будемо бачити вже виробництво наших дронів в Німеччині. Я прийму перший дрон, це лінія, яка працює. В Британії лінії виробництва працюють. Це все наші українські технології. Le président ukrainien a souligné que la fabrication de drones est devenue le secteur économique le plus important en Ukraine depuis le lancement de l'invasion russe en 2022. Selon Volodymyr Zelensky, environ 450 sociétés ukrainiennes sont impliquées dans la production de différents types de drones, qui jouent un rôle crucial dans la guerre qui dure depuis bientôt 4 ans. La Lituanie a mené lundi un exercice simulant un incendie de sécurité à bord d'un train en provenance de Russie continentale, traversant son territoire pour rejoindre Kaliningrad, une exclave russe située entre la Pologne, la Lituanie et la mer Baltique. Cet exercice s'inspire d'un incident qui s'est réellement produit l'été dernier. En juin 2025, un citoyen russe est descendu d'un train en transit, suscitant des inquiétudes quant aux risques potentiels pour la sécurité liés à ce corridor. L'épisode a conduit les autorités lituaniennes à renforcer ces contrôles de transit. Atlikom pratybas, kurio tikslas buvo patikrinti naujo aprašo veikimą. Po incidento praeitais metais buvo atnaujintas ir sudėliotas kitaip. Des exercices militaires ont également été menés dans la ville polonaise de Braniewo, près de la frontière avec Kaliningrad. Une brigade blindée y a été déployée en août 2025 afin de renforcer le flanc oriental de l'OTAN et d'assurer la défense du nord-est de la Pologne face à des menaces potentielles de la Russie et du Bélarus. Sem surpresas, António José Seguro venceu de forma clara as eleições presidenciais, garantindo uma maioria confortável à segunda volta, com quase 67% dos votos. Seguro é também o primeiro presidente do Espaço Socialista em 20 anos e regressa agora à primeira linha da política nacional. No discurso de vitória prometeu ser um presidente exigente e vigilante, mas nunca um contrapoder. Reafirmo a promoção de relações profícuas com o Parlamento e com o Governo. Prometi lealdade e cooperação institucional com o Governo, cumprirei a minha palavra. Jamais serei um contrapoder, mas serei um presidente exigente com as soluções e com os resultados. De son côté, André Ventura a reconnu sa défaite dès dimanche soir, tout en se félicitant d'avoir offert à son parti le meilleur résultat de son histoire. Pour la première fois, plus d'1,5 million de voix se sont portées sur Chega, la formation d'extrême droite conduite par André Ventura. Avec près de 33% des suffrages, André Ventura a rassemblé davantage d'électeurs que le camp gouvernemental aux législatives de mai dernier.
que a mensagem dos portugueses foi clara. Lideramos a direita em Portugal, lideramos o espaço da direita em Portugal e vamos em breve governar este país. No papel, pelo menos, foi uma derrota, mas André Ventura sente-se reforçado após esta noite eleitoral. Diz ser o líder de um movimento imparável que mais tarde ou mais cedo vai conseguir transformar Portugal pelo povo contra as elites. João Azevedo, Bruno Figueiredo, Joana Mourão Carvalho, Euronews. Un tribunal de Hong Kong a condamné Jimmy Lai, le magnat des médias et défenseur des droits de l'homme le plus en vue de la ville-État, à 20 ans de prison. Le fondateur du quotidien hongkongais Apple Daily, aujourd'hui disparu, a été arrêté en 2020 sous la pression de Pékin, soupçonné de collusion avec des forces étrangères et de publication de documents incitant à la conspiration. Jimmy Lai a déjà passé 5 ans derrière les barreaux. Une série d'autres poursuites ont été engagées contre lui en vertu de la loi dite de sécurité nationale imposée par Pékin à la suite des manifestations antigouvernementales de 2019. Au cours de cette période, il est devenu l'un des symboles clés de la liberté de la presse démantelée. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant le palais de justice dans l'attente du verdict. 3 membres pro-Pékin du panel judiciaire avaient requis la prison à vie, mais dans le cas de Jimmy Lai, âgé de 78 ans, même une peine de 20 ans signifie qu'il risque de rester derrière les barreaux pour le reste de sa vie.